Les autres, ils ont brûlé. De 17 ans. Et la garde à vue continue. Voilà les questions auxquelles devra répondre l'IGS. Talk about a bad week. Pas de mobile, pas de suspect, aucune piste officielle. Au sommaire de ce 3e numéro, notre enquête sur le couple Fourniret. Le 27 mars, à la cour d'assises de Charleville-Mézières, le tueur en série ne sera pas seul dans le box des accusés. Sa femme, Monique Olivier, sera jugée à ses côtés. A-t-elle été obligée, comme elle le prétend, de suivre son mari dans le crime? En réalité, les deux amants étaient unis par un pacte diabolique. Les preuves et les témoignages dans cette édition. Pour moi, la responsable de l'enlèvement d'Isabelle, ça ne peut être qu'elle, Monique Olivier. Le reportage de la semaine avec les parents d'Harmonie. Leur fille, 19 ans, n'a plus donné signe de vie depuis un mois. Ils se battent pour la retrouver. Tout le monde cherche Harmonie, tout le monde l'attend. Mardi, un corps est retrouvé dans la rivière. S'agit-il d'Harmonie? 50 000 personnes disparaissent chaque année en France. Que faire? Qui alerter? Quelle procédure suivre? Le portrait de la semaine, Gilles Lebras, 43 ans, instructeur dans la gendarmerie nationale. Nous l'avons suivi dans un camp d'entraînement longtemps tenu secret. Sa mission? Apprendre à ces hommes à maîtriser les émeutes urbaines. Demande-leur à se disperser. Enfin, histoire de star. Anna Nicole Smith, l'actrice américaine, avait défrayé la chronique en épousant un milliardaire, de 40 ans son aîné. Je ne suis pas une chasseuse de dot. J'aurais pu l'épouser une semaine après notre rencontre et je ne l'ai pas fait. Décédée il y a un an, elle laisse derrière elle un bébé de 5 mois et une fortune de 80 millions de dollars. Qui est le père de l'enfant? Larry ou Howard? À la clé, la fortune pour l'heureux papa. Les tests ADN ont parlé, réponse dans 40 minutes. Mais d'abord, notre enquête sur les époux Fourniret, un couple diabolique. Le 27 mars, à Charleville-Mézières, sera jugé l'un des plus grands tueurs en série que la France ait connu, Michel Fourniret. Entre 1987 et 2001, celui que la presse surnomme l'ogre des Ardennes aurait violé et tué 7 jeunes filles. À ses côtés, dans le box des accusés, sa femme, Monique Olivier. Épouse soumise ou maîtresse diabolique? Monique Olivier tente de faire croire qu'elle est une victime de Fourniret, qu'elle n'aurait fait qu'obéir à ses ordres. Mais la réalité est sans doute bien différente. Les deux époux auraient scellé un pacte criminel. Un pacte conclu il y a plus de 20 ans, comme le révèle notre enquête. En 1984, Michel Fourniret est incarcéré à Fleury-Mérogis. Il est en détention préventive pour viol et attouchement sur mineurs. Daïna Le Guénan a contribué à son arrestation. À l'époque, elle avait 14 ans. Sa rencontre avec Fourniret reste gravée dans sa mémoire. Je rentrais chez moi là et il était garé ici. Il est descendu de son véhicule. Et là, il m'a attrapé le bras et m'a menacé avec le flacon de vitriol et m'a fait monter dans sa voiture. Et ensuite, il a pris la route. Là, celle-ci, il a tourné à gauche. Fourniret l'embarque dans sa 305, s'arrête dans un champ, l'attache et la viole. Puis il lui demande pardon, la supplie de ne pas déposer plainte et la ramène chez elle. Pendant tout le trajet, il fait comme si rien ne s'était passé. Il lui raconte sa vie. Il me racontait qu'il était marié, qu'il avait fait des études de droit. Il m'avait même donné son prénom, il m'avait dit qu'il s'appelait Michel. Qu'il avait des enfants, qu'il avait été très déçu parce qu'il avait été élevé selon des valeurs catholiques et que donc il était vierge au moment de son mariage et que lors de la nuit de noces, il s'est aperçu que sa femme ne l'était plus et que ça avait été une déception terrible pour lui et que depuis, il était à la recherche du mythe de la virginité. En 1986, Michel Fourniret attend son jugement en prison. Il s'ennuie. Il passe alors une petite annonce dans un journal catholique, Le Pèlerin. Prisonnier, aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier solitude. Une femme lui répond, c'est Monique Olivier. Ils vont s'écrire pendant 2 ans. Au départ banal,
les lettres prennent rapidement un tour plus intime. Puis elles s'enflamment. Il imagine sa princesse aux pieds nus, blottie sur son épaule, l'appelle sa mésange et signe ton fauve. Il lui fait même des promesses de mariage. Monique Olivier, elle, répond quotidiennement à son petit taulard préféré « Je t'adore, mon cher Kahn ». Pourtant, Michel Fourniret ne lui a pas caché son jeu. À 44 ans, père de 4 enfants, fraiseur de métier, il a déjà été quitté 2 fois par ses épouses pour ses affaires de mœurs. Mais cela n'effraie pas Monique Olivier. Michel Fourniret, il a été exprimé le pardon aux victimes, il est condamné, il va purger sa peine. La société fait que lorsqu'on sort, on a purgé sa peine et donc on a le droit de vivre comme tout à chacun. Donc il n'y a pas de raison qu'elle pense autrement à son sujet. Elle pense qu'elle peut même aussi, parce qu'elle est assez altruiste à ce moment-là, participer de cette nouvelle chance. Et donc, en gros, être utile à quelqu'un. Voilà, vous avez le droit de recommencer quelque chose et moi, je peux participer à ça. Hein, le fait de pouvoir donner à quelqu'un une seconde chance, c'était exister. À l'époque, Monique Olivier a 36 ans. Elle n'a jamais été heureuse en amour. Elle a fui un mari violent qui a obtenu la garde de ses 2 enfants. Depuis, elle vit près de Montpellier où elle a trouvé un emploi de garde-malade. Elle lui raconte qu'elle a été abusée et violée par des hommes qui lui ont fait beaucoup de mal, qui l'ont violée, qui lui ont pris ses enfants, qui l'ont prostituée. Et lui explique ses problèmes et sa problématique. Et dans sa problématique, il lui explique qu'il a souffert de cette tromperie fondamentale des femmes qui n'étaient pas vierges et qu'il voulait vierges. Progressivement, l'idée d'un pacte criminel germe dans l'esprit de Fourniret. Un pacte auquel Monique Olivier va souscrire et qui scelle leur union. Il semble lui promettre de tuer 4 hommes, qui sont les 4 hommes qui lui ont fait du mal à elle, et en échange, elle doit, elle, lui fournir 4 sexes de vierges. C'est épouvantable, je veux dire, c'est d'imaginer que... avant même qu'ils se soient rencontrés. À ce moment-là, ils se connaissent que de manière épistolaire. Avant même de se connaître, ils se sont déjà concertés pour ce pacte criminel ignoble. Malgré la surveillance du courrier en prison, des lettres sans ambiguïté sont échangées entre Fourniret et Monique Olivier. Il lui parle d'une action individuelle pour récupérer les 2 oisillons. En clair, les 2 enfants de Monique. Il lui assure qu'elle aura sa vengeance, mais poursuit-il, tu en connais le prix. Michel lui parle de sa chasse aux vierges et de ses intentions de défloration. En réponse, Monique lui écrit « C'est avec plaisir que j'exécuterai tes ordres. Je veux travailler auprès de mon fauve, le seconder. » Ils se sont rendus compte que leur personnalité conjuguée leur permettrait d'assouvir un certain nombre de fantasmes beaucoup mieux que séparément. Je crois que c'était là toute l'histoire, sauf que leur fantasme était meurtrier. Octobre 1987, Fourniret sort de prison. Condamné à 7 ans pour viol et attouchement sur mineur, il est libéré au bout de 3 années pour bonne conduite. Monique Olivier l'attend. C'est seulement la 2e fois qu'ils se voient, mais le couple s'installe aussitôt dans la maison familiale de Fourniret, à Saint-Cyr-les-Colons, un petit village de l'Yonne. On sent bien qu'il va se passer une alchimie et que tous les 2 vont se reconnaître. Tellement d'ailleurs qu'ils vont rapidement d'abord faire un enfant ensemble et puis ensuite décider de mener une vie qui va quand même être globalement consacrée au crime. Ce sont 2 personnes qui étaient à la recherche de quelque chose qui n'est pas la quête du bonheur de tout le monde. En général, et heureusement, les gens qui cherchent le bonheur, c'est du positif. Là, leur bonheur à eux, c'est le malheur d'autrui. Ça, c'est vraiment rare quand même. En décembre, soit 2 mois après la libération de Fourniret, le couple rôde à la sortie de ce collège à Auxerre. Il repère une jeune fille, Isabelle Laville, 17 ans. La collégienne rentre chez elle à pied. Fourniret invente alors un stratagème. C'est Monique qui aborde l'adolescente pour la mettre en confiance. Monique se met donc au volant, seule dans la voiture. Quand elle aborde Isabelle, la jeune fille ne se méfie pas. Elle monte dans le véhicule. Un peu plus loin, Fourniret joue le rôle d'un autostoppeur muni d'un bidon d'essence, comme s'il était tombé en panne.
Monique Olivier s'arrête, le piège se referme. Isabelle ne rentrera jamais chez elle. Ma fille était réglée comme une horloge suisse. Et j'étais là en train de repasser, je l'attendais. Donc elle arrivait vers 5h moins 10, 5h moins 5, grand maximum. Quand j'ai vu qu'il était moins 5, elle n'était pas là. J'ai pris la voiture pour faire le chemin à l'envers. Rien, je suis rentrée, j'ai appelé le collège, ils ont fouillé partout, ils n'ont rien trouvé. Le couple emmène Isabelle dans sa maison de Saint-Cyr et la viole. Elle a été enlevée parce qu'il voulait remimer une scène de défloration, la scène de défloration de Monique Olivier. Il faut bien que ça a été conçu par celle qui l'avait vécue. On a le sentiment qu'elle va dessiner l'action et que lui, il va la concrétiser. Elle est le metteur en scène, il est l'acteur. Mais contrairement à ses premières agressions, Fourniret ne se contente pas de violer. Cette fois, il tue. La mise à mort a deux objectifs. Un objectif utilitaire, de ne pas être retrouvé, donc pouvoir continuer. Et certainement, un objectif de plaisir, qui est la domination ultime, le fait d'être totalement propriétaire de la vie de quelqu'un. Toute la région se mobilise pour retrouver Isabelle. On organise des battues, on sonde Lyon, pas de corps. Les parents de la jeune fille sont désespérés. J'étais rien qu'à la recherche dans les environs et autres, partout où il y avait une cabane dans les bois ou dans les prés, mais j'allais voir s'il n'y avait pas un corps éventuellement de caché, quoi. C'était un cauchemar, c'était... Pendant 16 ans, monsieur et madame Laville ignorent ce qu'est devenu leur fille. Ils l'apprendront le jour où Monique Olivier avoue aux policiers belges que son mari a tué plusieurs jeunes filles, dont Isabelle. Son corps sera retrouvé dans un puits. Le ciel nous est tombé sur la tête et moi, personnellement, il m'a fallu 2-3 jours avant de bien comprendre ce qui s'est vraiment passé parce que ça faisait tellement longtemps, on ne croyait plus beaucoup à avoir des nouvelles. Malgré tout, j'ai continué à espérer pendant toutes ces années. Et là, c'était fini. Mais ce jour-là, les parents découvrent horrifiés que le meurtrier de leur fille n'était pas seul. De toute façon, la responsable, c'est elle. Et elle seule, c'est elle qui l'a enlevée. C'est elle qui l'a fait monter dans la voiture. C'est elle qui l'a amené et qui s'est arrêtée au niveau de Fourniret, qui faisait le soi-disant du stop. Donc pour moi, la responsable de l'enlèvement d'Isabelle, ça ne peut être qu'elle, Monique Olivier. En 1988, le pacte continue. Monique Olivier vient de livrer Isabelle, une jeune fille vierge, à Fourniret. À lui maintenant de tenir sa promesse. Il s'était engagé à liquider l'ex-mari de Monique, André M., qui a la garde de ses 2 enfants. À bord de leur voiture, les diaboliques foncent vers un petit village près de Nantes. C'est là qu'André M., artiste peintre, a installé son atelier. Le couple saccage une centaine de toiles, mais ce jour-là, André M. n'est pas là. Il échappe peut-être à la mort. Il se passe quelque chose qui est du donnant-donnant. Il fait quelque chose qui ne va pas jusqu'au bout, parce que je ne pense pas que Fourniret soit si courageux que ça pour attaquer les hommes. Enfin, symboliquement, il fait quelque chose et elle lui rend ce qu'elle lui doit. Après Lyon, le couple s'installe dans les Ardennes, à Floing, un village de 2000 habitants. C'est dans cette petite maison qu'ils vivent pendant 3 ans. Michel Fourniret ne travaille pas, il occupe ses journées à bricoler. C'est là que Monique Olivier donne naissance à leur fils. Les Fourniret sympathisent avec leur voisin, Gérard Cadet. Là, au départ, il vivait ici, avec ces 2 pièces-là. Là, on est dans la chambre où Monique et Michel dormaient, et c'est ici, dans cette pièce-là, qu'il y a une gamine qui s'est débattue. Elle a même cassé une vitre, et elle aurait passé même une nuit morte dans la baignoire. J'ai rien entendu, jamais rien remarqué, j'ai jamais rien vu, et on s'est douté de rien.
Les deux maisons sont pourtant très proches l'une de l'autre. De là à chez nous, il y a quoi? Il y a 25 mètres, de tout le bout du monde. Hein. On le voyait pratiquement tous les jours. On n'a absolument rien remarqué, ni dans son comportement, ni dans le comportement de son épouse d'ailleurs. Lui, c'était quelqu'un de bien, il faut reconnaître ce qu'il est. C'était vraiment un gars qui présentait bien, un gars qui avait une certaine élocution. On voyait qu'il avait une instruction, une intelligence au-dessus de la moyenne. Elle, non, elle était renfermée quand même. Elle causait pas beaucoup, elle était moins coquette que lui. Lui, il était quand même toujours bien habillé, toujours bien propre, toujours bien mis. Travailleur, courageux même, hein. Il bossait du matin au soir à faire n'importe quoi. Que elle, non, je la voyais pas faire grand-chose. Bon, elle avait le jogging qui se laissait aller, le pull vert qui était usé à force de porter le gamin. Ils n'allaient pas ensemble quand on regarde. Non. Il n'y avait rien qui les faisait aller ensemble. Bon, Monique, elle était bébête, on veut. Moi, je pense qu'elle avait des médicaments à prendre. Je la revois encore prendre ses médicaments et on voyait dans son comportement qu'elle prenait des médicaments. Elle tremblait plus ou moins. On sentait qu'elle était sous pression. À l'époque, le couple Fourniret vit sans argent. Venir habiter là avec un gars qui sort de prison, Fouin, c'est pas Tahiti. Après, vivre sans eau, sans électricité, pratiquement pas grand-chose à manger. Avec un petit bébé sur les bras dans les mois qui suivent, elle a passé quand même 1 an ou 2, que c'était quand même pas la joie. En bon voisin, les cadets invitent le couple Fourniret aux réunions de famille. Ces images ont été filmées par Gérard Cadet à la communion de son fils. Michel Fourniret et Monique Olivier font partie de la fête. Fourniret joue les bouts en train. Monique, elle, est plus effacée. Elle était toujours assise, moi je la revois, sur une chaise, face au lavabo de la cuisine, là, et puis la fenêtre d'en face. Elle était tout le temps à regarder comme ça. Vous savez, souvent les gens qui sont un peu en recul sont en réalité ceux qui jouent avec les autres. Hein. Et c'est comme ça, je crois, qu'il faut interpréter l'impression qu'on peut avoir à un Fourniret en avant, un peu prétentieux, un peu vantard, et puis elle en arrière. Mais est-ce que c'est pas elle qui, derrière, tire les ficelles de la marionnette Fourniret? Alors, quelle est la véritable nature de Monique Olivier? Lui va dire d'elle qu'elle est totalement stupide, hein, il ne faut pas lui en vouloir. Elle a l'intelligence d'une poule qu'on aurait lobotomisée, dit-il. Et ensuite, les experts vont s'intéresser aux deux personnages. Et ils aboutissent à un constat qui est un constat sidérant. Lui est très intelligent, mais elle est plus intelligente que lui. C'est-à-dire qu'il lui trouve un coefficient intellectuel supérieur à celui de Michel Fourniret, et il nous explique que c'est quelqu'un qui dissimule totalement à la fois son intelligence et son libre arbitre qui leur paraît évident. En août 1988, quelques mois après le meurtre d'Isabelle, le couple meurtrier repart en chasse. Cette fois sur le parking d'un supermarché. Monique Olivier est enceinte de 8 mois. Pourtant, c'est encore elle qui joue les premiers rôles. Elle demande une aide médicale d'urgence à une jeune fille, Fabienne Leroy, 20 ans. Fabienne est retrouvée morte le lendemain, à proximité du camp militaire de Mourmelon. L'autopsie révélera qu'elle a été tuée d'un coup de fusil. Monique Olivier va tenir Fabienne en joue, elle va s'inquiéter de sa virginité et aller vérifier personnellement la virginité. Elle est là au moment de la mise à mort. Elle a participé de A jusqu'à Z à l'enlèvement, l'agression sexuelle, et elle était là au moment de la mise à mort. Quand on a des enfants, on les protège, et on protégera n'importe quel enfant. Hein, là, elle aide son mari à tuer des enfants. Même si ce n'est pas les siens, elle n'a pas la fibre maternelle, c'est pas possible. Lequel est le plus dangereux? Ils sont dangereux quand on les met ensemble. Les experts psychiatres décrivent Fourniret comme un tueur en série, organisé, froid et obsessionnel, sadique à l'encontre de la féminité. Mais ils constatent aussi que la force de Monique Olivier est de savoir provoquer et utiliser la perversité des hommes à leur insu. Et l'association fonctionne. En mars 1989,
Fourniret repère Jeanne-Marie Desrameaux, 22 ans, dans un train. Il lui fait la conversation et la séduit en lui parlant de religion. Il se lie d'amitié. Fourniret veut inviter Jeanne-Marie dans leur maison de Floing. La jeune fille vit dans cette institution catholique de Charleville-Mézières. Pour ne pas éveiller les soupçons des sœurs, c'est Monique Olivier qui téléphone au pensionnat. Elle va résister dans ce tout petit 2 pièces, elle va se battre, elle va crier, elle va essayer de sortir de cette chambre. Il va falloir qu'ils se mettent à 2 pour la tuer. Elle va fournir le bâillon qui va l'étouffer, les pansements qui vont l'étouffer, et elle mourra à la fois de cet étouffement-là et du fait qu'il l'a pris à la gorge et l'a assassinée. Donc c'est ce qui fait que c'est véritablement la seule affaire où la justice a considéré que Monique Olivier avait la même part de responsabilité que Michel Fourniret dans le meurtre de Jeanne-Marie Desrameaux. Fourniret va ensuite transporter le corps jusqu'au château du Sautou, un manoir du 19e siècle, perdu au milieu de la forêt ardennaise, qu'ils viennent d'acheter 1 million de francs. Une somme colossale dérobée à un ancien compagnon de cellule. C'est dans le jardin de cette propriété qu'il enterre le corps de Jeanne-Marie. 2 ans plus tard, en 1991, le couple part s'installer à quelques kilomètres de l'autre côté de la frontière, dans les Ardennes belges. Fourniret poursuit son parcours criminel, mais cette fois, Monique Olivier ne l'accompagne plus. Il se sent tellement tout-puissant, tellement fort, tellement complet, que la place de Monique Olivier devient une place secondaire dans son mécanisme à lui. Sans la complicité de sa femme, Fourniret se sent moins fort. En juin 2003, il tente d'enlever Marie Ascension, 13 ans. L'adolescente saute de la fourgonnette en marche, mémorise la plaque d'immatriculation et va le dénoncer à la police belge. Fourniret est interpellé et placé en détention préventive pendant 1 an. En juin 2004, quelques jours avant sa sortie coup de théâtre, Monique Olivier rompt le pacte. Après 20 ans de complicité, elle accuse son mari d'avoir commis 10 meurtres. Pour quelle raison? Au moment où elle parle, son mari risque de sortir de prison. Et si elle veut ne plus être exposée au danger qui le fait courir finalement en commettant des crimes avec elle, il vaut mieux qu'il ne sorte pas trop vite. La deuxième raison, qui est très présente, c'est qu'on vient de juger Dutroux et son épouse. Et qu'elle vient de voir que, en n'avouant pas, Madame Dutroux prend quand même plusieurs années de longue prison. Et la troisième raison, qui pour moi est sans doute la plus importante, c'est qu'elle n'a pas trop le choix. C'est-à-dire que, conformément à la procédure belge, eh bien, les enquêteurs belges avaient enregistré un certain nombre de conversations très révélatrices entre Michel Fourniret et son épouse, et il était difficile pour elle de soutenir qu'elle ne savait pas des choses dont elle n'avait pas parlé. Donc elle a fait une analyse. Elle s'est dit qu'elle risquait plus à ne rien dire qu'à dire. Elle a sans doute fait le pari, mais il faudra lui poser la question, qu'en avouant, la justice soit plus gentille avec elle. Quelques jours plus tard, Fourniret confirme les accusations de son épouse. Reste maintenant à retrouver les corps. Les époux sont conduits dans le parc du château du Sautou. Monique Olivier ne prononce pas un seul mot. Elle adopte une posture qu'elle ne quittera plus, celle de la femme fragile, tremblante et prostrée. Fourniret, lui, joue un jeu machiavélique avec les enquêteurs. Il attend 2 jours avant de leur révéler où se trouvent les corps de Jeanne-Marie Desrameaux et d'Elisabeth Brichet. Ce qui était frappant chez lui quand même, c'était le décalage entre vraiment l'horreur des faits tels qu'il les raconte, parce que c'est un des rares criminels que j'ai rencontré qui a du plaisir à raconter ce qu'il a fait, et la froideur, le détachement et l'absence de sympathie pour la souffrance et des personnes qu'il a tuées, et puis des proches qui sont restés. Le 27 mars s'ouvrira le procès de ce couple diabolique. Comment l'avocat de Monique Olivier va-t-il assurer sa défense? Plaidera-t-il la femme soumise, terrorisée par son mari? Celui qui a une quête de virginité, celui qui est le grand tueur en série qui fait peur à tout le monde, c'est Michel Fourniret. D'accord? Faut pas inverser les rôles. Si on rentre un petit peu dans la personnalité de Monique Olivier, qu'on s'aperçoit qu'elle n'a pas les armes nécessaires pour s'opposer à Michel Fourniret. Et Michel Fourniret, il a, dès les échanges de correspondance,
si vous voulez, réussi à entretenir sur Monique Olivier un rapport de l'ordre du sectaire, de la secte. C'est-à-dire, vous savez, comme les gens qui sont capables de s'immoler par le feu, ils ont perdu leur libre arbitre et leur conscience. Il n'y a plus rien. Le gourou a dit, on fait. Et je pense que là, elle est complètement enrôlée dans un système de l'ordre de la domination psychologique. Un argument difficile à entendre pour les familles des victimes. Il faudra que les jurés comprennent bien que c'est sa responsabilité à elle. Autant qu'à lui. Et qu'elle ne se dérobe pas en disant « je sais pas, j'avais peur, j'étais menacée, je savais pas ce qu'il allait lui faire, ni rien ». Elle savait très bien ce qui allait se passer. Quand il passe aux aveux, Fourniret fait une terrible révélation aux enquêteurs. Sans elle, dit-il, je ne serais pas allé jusqu'au bout. Que décideront les jurés? Monique Olivier sera-t-elle déclarée coupable au même titre que son mari? Nous reviendrons sur cette affaire. Tout de suite, dans Fait divers le MAG, le portrait de la semaine. Gilles Lebras, 43 ans, instructeur dans la gendarmerie nationale. Demande-leur à se disperser. Histoire de star, Anna Nicole Smith, décédée il y a 1 an. Qui est le père de son bébé? 2 hommes se disputent les 80 millions de dollars d'héritage. Mais d'abord, le reportage de la semaine avec les familles à la recherche de leurs enfants disparus. Cet avis de recherche a été diffusé dans tous les journaux. C'est celui d'Harmonie, 19 ans, disparu le 12 janvier près de Blois. Aux abords de cette rivière, on a retrouvé sa voiture, mais aucune trace de la jeune femme. À la recherche du moindre indice, sa famille se bat pour la retrouver depuis 6 semaines. Samedi dernier, son père Bertrand, sa mère Martine et son petit frère Henri organisent une marche silencieuse. J'attends que ma fille nous voie, qu'on essaye de trouver quelque chose pour un indice, si quelqu'un peut nous donner un indice sur quelque chose. Quoi. Tout le monde cherche Harmonie, tout le monde l'attend. On ne cessera pas, on ira jusqu'au bout pour la trouver. Ah, Henri, on va aller la chercher où qu'elle soit. Quoi qu'il arrive. Autour d'eux, une centaine de proches sont mobilisés. Toute la ville est au courant du drame. Des milliers de tracts sont distribués. Oui, parce qu'il y a longtemps qu'elle est disparue. Depuis le 12 janvier. Et ils l'ont jamais retrouvée. L'ignorance, c'est peut-être encore plus terrible que de savoir. Donc, je peux comprendre, et ses amis aussi. On est toujours terrifié quand il y a un truc comme ça. Surtout quand on ne connaît pas, on ne sait pas ce qui s'est passé. Là, on ne sait rien du tout. Hein. Je peux là, les parents surtout. Parce que ah bah, là, Le 12 janvier, Harmonie quitte sa mère et sa grand-mère à 15h30 pour prendre la route avec sa voiture. Elle s'arrête près du pont où elle aime venir se promener. Elle envoie un texto à Justin, son petit ami, avec qui elle avait rompu. C'est la dernière trace de vie envoyée par la jeune femme. Hier, ce coucher de soleil, comme c'est magnifique, et près de chez toi, on voit une bande violette dans le ciel. C'est quand même magnifique la tombée de la nuit. Et après, c'est fini, quoi. 17h36. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce pont? Je sais pas. Je sais pas. À 18h45, Harmonie est toujours près de la rivière. Elle aurait été aperçue par un témoin. C'est là la dernière fois qu'elle a été vue. Elle était assise là, cet endroit. Le soir, Harmonie ne rentre pas chez elle. Sa mère ne ferme pas l'œil de la nuit. Le lendemain matin, on retrouve la voiture, mais aucune trace de la jeune fille. Alors là, en fait, c'est l'endroit où la voiture d'Harmonie a été retrouvée, à cet endroit précis. Depuis près de 24 heures, Martine n'a plus aucune nouvelle de sa fille. Elle alerte alors la gendarmerie. Dès qu'on a retrouvé la voiture, je leur ai signalé. J'ai signalé à la gendarmerie, je les ai rappelés. Et là, on s'est rendus pratiquement ensemble sur les lieux.
Ils ont commencé à opérer tout de suite. Ils n'ont pas tenu compte qu'elle soit majeure ou pas. Ils sont intervenus tout de suite. Lorsqu'une personne majeure disparaît, la police ou la gendarmerie entament des recherches si la disparition est jugée inquiétante. Dans le cas contraire, les gendarmes n'ouvrent pas d'enquête, au nom de la liberté d'aller et venir des personnes majeures. En France, c'est un droit reconnu par la Constitution. Voiture abandonnée, aucun signe de vie. Pour les gendarmes, la disparition d'Harmonie est inquiétante. Ils démarrent immédiatement les recherches aux abords de la rivière. À 3 reprises, des équipes de plongeurs explorent le cours d'eau. Ils ont prospecté jusqu'à pratiquement les portes de Romorantin, et donc ils ont rien trouvé. Ils n'ont pas trouvé Harmonie dans cette rivière, et d'après eux, il y a de grandes chances qu'elle soit pas là. Donc ce qui nous fait penser que l'hypothèse du suicide est temporairement, pour dire, écartée, quoi, pour nous. Ce qui nous rassurerait de plus, c'est évidemment qu'elle soit partie d'elle-même. Ça, c'est sûr qu'on a envie d'y croire, quoi. On a vraiment envie de croire ça, mais pourquoi alors? Pourquoi? Ou alors une mauvaise rencontre? C'est possible aussi. Si ce pont pouvait parler, pouvait nous dire. C'est dans son village, à Duison, que Martine vivait avec Harmonie. Au fond de son jardin, elle a conservé la voiture de sa fille. La voiture Harmonie. C'est dur, hein? Sans Harmonie, c'est dur. Mais Martine ne veut pas baisser les bras. Elle transforme sa maison en QG pour retrouver Harmonie. Elle crée même un blog sur Internet. Voyez, on est rendu à 48 000 visites, 600. Tous les soirs, on est un petit groupe où on travaille sur la disparition d'Harmonie. Donc c'est très important. Il y a du bien quand même, Internet. Hein. Mais les appels sur le blog ne donnent rien. Les gendarmes ne donnent aucune information sur l'enquête. Et les appels à témoins restent sans suite. C'est une souffrance inhumaine au quotidien. Je l'attends tous les jours. La nuit, je laisse allumer. Puis je l'attends dans mon canapé. Parce que je me dis, si elle passe, qu'elle voit la lumière, elle va rentrer. Tout simplement. Mais Harmonie ne rentrera peut-être pas. Mardi, les pompiers ont retrouvé le corps d'une jeune femme dans la rivière. La presse locale annonce qu'il pourrait s'agir d'Harmonie. L'autopsie est en cours. Les résultats devraient être rendus officiels dans une semaine. Chaque année en France, 10 000 disparitions sont déclarées inquiétantes. 1500 personnes ne sont jamais retrouvées. À Nice, Marie-Hélène a disparu il y a 17 ans. Depuis, ses parents, Jacques et Annie, l'attendent. Marie-Hélène, c'était cette fille superbe. Elle avait 23 ans et rien ne laissait supposer qu'elle pourrait disparaître. Pourtant, personne n'a jamais retrouvé ni son corps, ni sa voiture, ni ses papiers. La voilà, heureuse, dans les bras de... Elle l'aimait, il lui avait proposé de l'épouser, de lui faire un bébé, et comme toute femme amoureuse, elle y croyait. Représentante en pharmacie, Marie-Hélène n'est jamais revenue de sa tournée entre Monaco et Cagnes-sur-Mer. Malgré les années qui passent, Annie, sa mère, cherche toujours la vérité. 17 ans, pour moi, c'est comme si c'était hier que Marie-Hélène avait disparu. Parce que le problème est exactement le même qu'il y a 17 ans. Nous sommes dans l'ignorance, nous ne savons pas... Et c'est un long chemin qu'on ne peut souhaiter à personne.
Pour retrouver leur fille, Jacques et Annie ont tout essayé. Dès les premières heures, nous avons recherché la voiture et ma femme même a fait des circuits en hélicoptère dans les endroits où on ne pouvait pas passer. En tout, ils dépensent 300 000 € pour tenter de retrouver une trace de leur fille. Ils participent à des dizaines d'émissions de télévision. 6 mois après la disparition de Marie-Hélène, Daniel Bilalian les reçoit dans l'émission Mardi Soir. Il n'y aurait qu'une personne à retrouver, qu'il faudrait tout mettre en œuvre pour la retrouver. Ça a été important pour vous, l'impact médiatique de ces émissions ? Mais bien sûr, c'est toujours important parce qu'on a l'espoir qu'un témoin va se manifester, on a l'espoir qu'on va avoir un élément qui va nous amener à relancer l'enquête et à connaître la vérité. 17 ans après, Jacques et Annie ne se résignent pas. Pour eux, l'enquête cache encore quelques zones d'ombre. Certains témoins interrogés à l'époque n'auraient pas dit la vérité. Après de longues années, la justice a prononcé un non-lieu. Ce soir, ils ont rendez-vous avec leur avocat, Maître Jonquet, pour tenter de faire ouvrir le dossier. Notre objectif, c'est de cerner vraiment l'entourage du petit ami de Marie-Hélène et de voir pourquoi les personnes ont menti. Et peut-être que quand on arrivera à trouver les raisons de ces mensonges, on avancera. Ouais, la seule chose qui m'importe, c'est de savoir ce qui est arrivé à Marie-Hélène ce 21 mai 1991. C'est le plus important, c'est la vérité. Pour les parents, pour tous les parents, c'est la vérité. Il y a 2 jours, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a cassé le non-lieu. Jacques et Annie vont pouvoir relancer l'enquête sur la disparition de leur fille. En France, 4 associations viennent en aide aux familles. Si vous avez une information sur une personne disparue, n'hésitez pas à les contacter. Saint-Astier, au cœur de la Dordogne. Un centre d'entraînement longtemps resté secret. 136 hectares, une ville entièrement reconstituée avec ses rues et ses immeubles. Chaque année, 13 000 gendarmes mobiles en exercice s'entraînent pour faire face à la guérilla urbaine. Épreuves physiques, entraînement, tir, les hommes de ces escadrons doivent pouvoir faire face à toutes les situations. À leur tête, le capitaine Gilles Lebras, 43 ans, instructeur. Je suis passionné par ce que je fais. Enfin, je pense que pour exercer quel que soit le métier, il faut être passionné, si on veut effectivement s'investir. Un investissement de jour comme de nuit. Ce soir, le capitaine va mettre 300 hommes en situation de combat. Tout est prévu pour placer les gendarmes dans les conditions du réel. Même la bande-son. Voilà, donc on leur met un peu d'ambiance. Et en fonction de l'évolution de la situation, eh bien, voilà, on met d'autres bandes-son. Bien. Le scénario de cette nuit est simple. Des gendarmes sont pris à partie dans une cité par des manifestants. Depuis la tour de contrôle, le capitaine Lebras dirige les opérations grâce aux écrans vidéo. C'est parti. Voilà. 150 gendarmes en casque blanc jouent les émeutiers. Face à eux, 2 escadrons doivent maîtriser la situation en limitant la casse. Ouais, machination Sébastopol, vous m'enflammez la barricade sur Sébastopol. Dégagez pour 23h15, dégagez pour 23h15 tous les manifestants en direction de Tamarel, tout en recherchant activement les individus qui vous ont été signalés. Je suis prêt, j'attends votre tour. Dans le scénario de ce soir, tout ressemble point par point aux émeutes de Villiers-le-Bel dans la banlieue parisienne. En novembre dernier, après la mort de 2 jeunes tués dans un accident de moto impliquant une voiture de police, des émeutes avaient éclaté. Face aux émeutiers, plus de 100 gendarmes et CRS. À Saint-Astier, grenades, projectiles, cocktails Molotov, les explosifs sont les mêmes que ceux utilisés par les jeunes des cités.
pompiers. En ce qui concerne l'avenue Montet, nous sommes pris à partie par des manifestants très virulents, faits de cocktails Molotov. Donc là, ils sont sous la pression. Ça s'entend. La pression va encore monter d'un cran. Un sniper commence à tirer sur les forces de l'ordre. Il sort, il tire. Oh, conduite à tenir. En priorité sur l'incident principal. Silence. Je l'ai. Je peux le neutraliser. Oh, joli. Nous avons neutralisé un tireur à l'aide d'une grenade offensive et est actuellement sous notre garde avec un tromba sonore. Donc c'est une fin d'exercice, c'est d'une fin d'exercice. Merci. Après 2h30 de combat, la situation est maîtrisée. On décompresse une fois qu'on annonce le Finex, parce que partant de là, effectivement, il y a toute la tension nerveuse, je dirais, qui tombe. On éteint la tour, on éteint les appareils, et puis on se reconcentre sur l'exercice de demain, et qui sera effectivement l'intervention au sein de la mission pénitentiaire. Sur les 105 000 gendarmes en exercice en France, plus de 16 000 sont des gendarmes mobiles. 6 000 hommes sont en mission tous les jours en France. Leurs interventions les plus dangereuses se déroulent souvent en milieu carcéral. 8 h du matin, banlieue de Périgueux, dans une usine de tabac désaffectée. 300 gendarmes à l'entraînement. Aujourd'hui, 150 hommes jouent le rôle des prisonniers. 150 autres vont devoir les maîtriser. Travaillez par équipe! Travaillez par équipe! Au minimum 2! Là encore, la simulation doit être la plus réaliste possible. La difficulté de l'exercice, c'est de le maintenir le plus réel possible. C'est à travers l'action de l'adversaire, de le laisser dans une attitude réaliste. C'est très compliqué. Les gendarmes doivent reprendre le contrôle de la prison. Mission compliquée en milieu hostile. Demande-leur à se disperser! Demande-leur à se disperser! L'adversaire, il se disperse! Après plus de 2 heures de combat, les gendarmes reprennent le contrôle de la prison. Travaillez avec méthode, pas de précipitation. Vous maîtrisez la situation, donc on a le temps. Les forcenés sont maîtrisés, mission accomplie, fin de l'exercice. Il faut que ça soit ciblé. Vous, un tel, avec tel pull, couchez-vous. Voilà. Donc réglez un petit peu cet aspect de coordination. D'accord? Sinon, nickel. Merci. Bonne continuation. Les missions des gendarmes mobiles, maintien de l'ordre public, sécurité et interpellation de délinquants armés. Pour faire face à la violence urbaine, tous les gendarmes sont astreints à suivre 15 jours d'entraînement dans ce centre de Saint-Astier. Un stage obligatoire tous les 2 ans. Anna Nicole Smith s'est fait connaître dans le monde entier grâce à cette photo. Son mariage avec Howard Marshall, elle avait 26 ans, il en avait 88, mais il était millionnaire. C'est une jolie blonde qui a eu la chance, à 26 ans, d'épouser un nonagénaire. Donc sa notoriété est juste basée sur ce mariage extrêmement lucratif, puisque ce nonagénaire, c'est Howard Marshall, qui a une fortune colossale. Je ne suis pas une chasseuse de dot. J'aurais pu l'épouser une semaine après notre rencontre, et je ne l'ai pas fait. 3 ans après leur union, Howard Marshall décède de mort naturelle. Après des années de procédure, Anna Nicole hérite de 80 millions de dollars.
Est-ce que c'était un mariage d'amour? Ils n'ont pas arrêté de dire que c'était un mariage d'amour, qu'ils s'aimaient et qu'ils consommaient, etc. Heureusement pour elle, au bout de 3 ans, son cauchemar s'est terminé avec la mort de son mari, puisqu'elle a touché, elle était héritière de sa fortune en partie. À 29 ans, Anna Nicole Smith est veuve, riche, mais pas inconsolable. Anna Nicole Smith enchaîne les histoires d'amour, s'affiche avec plusieurs hommes. On ne sait pas trop si c'est des amis ou des amis proches ou plus. C'est très très flou. Un homme, Larry Buckhead, devient son amant. Il est photographe et vit une romance pendant 2 ans avec la jeune actrice. Mais Larry n'est pas seul. Un autre homme partage les faveurs de la jeune femme, c'est Howard Stern, son avocat. Détail, c'est lui qui gère la fortune. Un jour, Howard demande à Anna de choisir entre lui et Larry. Je pense qu'Anna s'est dit « j'ai besoin de Howard. Il a été à mes côtés depuis le début de ma carrière et il s'occupe de mon argent. » Elle a fait son choix et a choisi Howard. Pendant sa relation avec Howard Stern, elle donne naissance en septembre 2006 à une petite fille, Danieline. Mais 5 mois après la naissance de sa fille, Anna Nicole meurt d'une surdose de médicaments. Dans les 9 médicaments qu'on a retrouvés dans le sang d'Anna Nicole Smith, il y en a certains qui n'ont pas été prescrits par des médecins. Et on dit que c'est Howard Stern qui lui aurait donné au fur et à mesure, qui l'aurait maintenu dans une espèce de dépendance médicamenteuse. La police l'a innocenté, donc l'histoire est close. Mais il y a toujours un espèce de soupçon sur ce type qui est un peu particulier quand même, qui a l'air manipulateur. Un jour, il est très amoureux, il pleure la mort de sa compagne. Un autre jour, on le sent qu'il est en train d'essayer de récupérer de l'argent. Il n'est pas très sain, ce garçon. Quelques jours après la mort d'Anna Nicole, coup de théâtre. Ces 2 amants se disputent la paternité de l'enfant devant les tribunaux. À la clé, l'héritage de 80 millions. Howard Stern, l'avocat, dit « c'est moi le père ». Larry Buckhead dit « c'est moi le père ». Test ADN qui prouve que Larry Buckhead est bien le père. Je vous l'avais dit. Larry est bien le père biologique de l'enfant. Pourtant, il n'est pas spécialement connu pour son amour des femmes. Anna Nicole Smith elle-même savait que Larry Buckhead, donc son amant, était homosexuel. Qu'elle l'a choisi parce qu'elle le trouvait très beau, et elle l'a choisi pour lui faire un enfant pour que celui-ci soit très beau aussi, tout simplement. Donc c'était un simple géniteur. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. On découvre qu'Howard Stern, l'avocat, serait lui aussi homosexuel et que les 2 hommes avaient une liaison. Il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle Blonde Ambition de Rita Cosby, qui raconte qu'en fait les 2 hommes auraient une relation amoureuse depuis un moment, et en fait, ça serait une espèce d'entente qu'ils auraient mis en marche pour pouvoir avoir la main mise sur cet argent. Howard et Larry étaient-ils complices? Aurait-il fait un enfant à Anna Nicole Smith pour mettre la main sur son argent? Les enquêteurs suivent l'affaire. Les 2 prochaines semaines, Fait divers le Mag cède la place au tournoi Destination. Nous nous retrouverons donc dans 3 semaines avec une nouvelle rubrique, Verdict. La semaine dernière, nous avions suivi Jean-Marc, empoisonné par sa compagne. A-t-elle eu l'intention de lui donner la mort? Que diront les jurés? Nous suivrons le procès et nous vous donnerons leur verdict. Rendez-vous le 22 mars.